derrière cette idée qui vous donnerait l'impression que le cours est terminé, c'est-à-dire voilà, la puissance, c'est ceux qui ont la puissance, la capacité militaire. La capacité militaire, elle se décline en termes de dépenses militaires. Ces dépenses militaires font apparaître une inégalité structurante. Mais le grand internationaliste américain Kenneth Waltz a fait une remarque qui a considérablement fait bouger les lignes d'analyse, en disant, finalement, la capacité militaire, elle est elle-même fonction de la capacité économique. Sauf à être la Corée du Nord et décider froidement d'affamer sa population pour avoir une bombinette, on ne peut être performant sur le plan militaire que si on en a réellement les moyens économiques. Les moyens économiques, et ceci amène Waltz à dire, mais dans le fond, pour être puissant, il est beaucoup plus important d'améliorer son économie que de rechercher des alliés. Et Waltz emploie une formule provocante que je vous demande de retenir parce qu'elle est très évocatrice. Waltz nous dit « Une croissance économique de 5% équivaudrait pour les États-Unis à remplacer l'allié britannique. Si, fictivement, l'économie américaine faisait un bond de 5%, on obtiendrait un supplément de capacité militaire à peu près égal à ce que représente aujourd'hui, pour les États-Unis, cet indispensable premier lieutenant que constitue la Grande-Bretagne. Donc vous voyez, ça relativise de beaucoup l'idée d'alliance. Et on a dans l'imaginaire européen l'idée que l'alliance transatlantique permet de rééquilibrer et de stabiliser les rapports internationaux, là où on devine à travers cette formule très cynique que finalement l'alliance n'est pas aussi cruciale, aussi vitale pour les États-Unis. Et qu'elle l'est d'autant moins, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure, qu'il n'y a plus péril au sein de l'Europe. S'il y avait péril au sein de l'Europe, on ne pourrait pas seulement chiffrer l'apport de l'Alliance, ça donne évidemment à ceux du champ de bataille une prime qu'ils n'ont plus aujourd'hui, puisque l'Europe n'est plus un champ de bataille. Mais ceci a amené du coup les analystes à envisager un deuxième facteur de puissance, qui est la capacité économique, la puissance économique. La puissance économique que l'on a pour habitude de mesurer à travers le produit intérieur brut. Cette notion, les économistes la critiquent de plus en plus, la relativisent. La notion de puissance économique est une notion extrêmement fragile, discutable. Ce n'est pas mon propos ici d'entrer dans ce débat. Simplement, je voudrais vous rappeler une chose simple, c'est que le produit intérieur brut, c'est-à-dire le PIB, c'est en quelque sorte la force de frappe économique d'un pays. Donc ça nous permet de retrouver cette idée de capacité. Regardez le PIB par État. Regardez sa distribution sur ce planisphère. Plus le rond est gros, plus le PIB est important. Et là, le peloton est beaucoup plus ramassé qu'en termes de dépenses militaires. Certes, les États-Unis, autour des environ 15 000 milliards de dollars, restent en tête. Mais de plus en plus talonnés par la médaille d'argent. Et quand je commençais à enseigner ce cours, il n'y a pas si longtemps que ça, je disais médaille d'argent Japon, c'est fini, la Chine, avec un chiffre que je ne vous donnerai pas, parce que d'abord je ne veux pas vous abrutir de chiffres, et parce que le chiffre du PIB chinois, il faut faire très 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 attention, pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure. Mais retenez que la Chine est encore nettement derrière, je dirais la moitié, même pas la moitié du PIB américain. Après, nous avons le Japon, l'Allemagne et la France. Mais nous restons
dans cette idée, quand même, qui reste d'actualité, de la distinction des États-Unis. Et pour vous donner une idée de cette distinction américaine, c'est-à-dire le fait que nous ne boxons pas dans la même catégorie, ne nous faisons pas d'illusions, nous ne perdons pas sur tous les plans, je vous le montrerai tout à l'heure. Mais en termes de PIB, savez-vous, mesdames et messieurs, savez-vous que le PIB de la Californie, l'un des 50 États des États-Unis, évidemment pas le plus pauvre ni le plus petit, le PIB de la Californie est à peu près équivalent au PIB de la Grande-Bretagne. Eh oui. Savez-vous que le PIB du Nevada, alors là on entre dans beaucoup plus petit Nevada, hein, bon évidemment Las Vegas, etc., le PIB du Nevada est égal au PIB des Philippines. Le PIB de l'Oregon est égal au PIB de la Thaïlande. Le PIB du Texas est à peu près égal à celui du Canada. Le PIB de prenons de la Virginie, est égal à celui de la Russie. Minnesota, à peu près Autriche. Et je pourrais continuer ce petit jeu. Le PIB de l'Utah est à peu près égal à celui du Chili. Et vous comprenez à travers ce petit clin d'œil comparatif à quel point le jeu de compétition est un jeu qui était naguère totalement tronqué, totalement pipé, et qui le reste en grande partie aujourd'hui, même si avec l'émergence de la Chine, dont nous reparlerons tout à l'heure, effectivement, les choses se resserrent. Là, vous avez une belle carte aussi, vous voyez, qui combine le PIB par État et le PIB par habitant. Les ronds vous donnent l'idée du PIB et les gradations de couleurs, le PIB par habitant. Donc vous voyez par exemple que la Chine se rapproche du PIB des États-Unis, mais reste loin derrière en termes de PIB par habitant. Bien, mais on n'a pas épuisé le sujet, parce que de plus en plus maintenant, les sciences sociales nous disent on n'a pas touché le fond avec la puissance économique. Derrière la puissance économique, il est intéressant de se voir comment on peut créer de la puissance économique, et notamment s'intéresser à la puissance financière. Et si la puissance dépendait des investissements, et notamment des investissements étrangers. C'est les fameuses IDE, investissements directs à l'étranger. Alors là, on trouve une distribution qui ne va pas beaucoup faire bouger les lignes, dans la mesure où les États-Unis restent encore en tête, suivi de beaucoup plus près du Royaume-Uni et un petit peu plus loin des autres principales puissances européennes. Mais effectivement, la prise en compte de la variable financière commence à complexifier notre sujet. Là-dessus, intervient une quatrième idée, qui est la capacité d'innovation. Et puissant, celui qui a des ressources technologiques et qui investit dans sa technologie. Et de plus en plus maintenant, les spécialistes, les analystes raisonnent en termes de puissance technologique. Certes, il y a la puissance militaire, il y a la puissance économique, il y a la puissance financière, mais il y a également la puissance technologique. Et la puissance technologique nous apprend quand même des choses intéressantes. Vous avez un marqueur de puissance technologique que constitue le nombre de chercheurs pour 10 000 habitants. Et là, on a plutôt de mauvaises surprises. La médaille d'or n'est pas détenue par les États-Unis. La médaille d'or est détenue par le Japon, talonné par la Chine. Le Japon compte 80 chercheurs pour 10 000 actifs. 80 pour 10 000, 8 pour 1000. La Chine est en train de rattraper le Japon sur ce plan.
Les États-Unis font bonne figure, ils ne sont pas loin. 74 chercheurs pour 10 000 actifs. L'Europe, elle est à 44. Du 44, c'est pas bon en termes de taille. C'est-à-dire que nous sommes loin derrière, presque la moitié du Japon. Presque la moitié du Japon. Et on pourrait dire maintenant, on pourrait hasarder la proposition, presque la moitié, l'Europe a une capacité d'innovation technologique 2 fois moindre que l'Asie. Donc vous voyez le centre de gravité de l'innovation technologique se déplacer vers l'Est et l'Europe s'enkyloser en matière de capacité et d'innovation technologique. On n'en reste pas là. Certains disent, mais il faut voir maintenant du côté des résultats et raisonner en termes de puissance commerciale. Ce qui est une autre image qui va faire bouger les lignes, cette fois-ci plutôt en faveur de l'Europe face aux États-Unis, mais surtout à nouveau en faveur des puissances émergentes au détriment des anciennes puissances. En gros, en très gros, on pourrait dire que les États-Unis représentent 12% des exportations mondiales. Les exportations mondiales, disons, c'est à peu près 12 000 milliards de dollars. Les États-Unis, ce serait à peu près 12%. Ce qui place les États-Unis derrière l'Europe, derrière l'Union européenne, certes groupée, ce qui a déjà plus de sens sur le plan commercial que sur le plan militaire, pour des raisons dont je vous ai déjà parlé. Et encore, je ne tiens compte que du commerce extra-communautaire de l'Europe. C'est-à-dire, je ne parle pas des échanges, par exemple, entre la France et l'Allemagne, entre la Belgique et les Pays-Bas, c'est-à-dire simplement les exportations hors de l'Union européenne, qui placent l'Europe en position avantageuse par rapport aux États-Unis. Et là, le fait que les États-Unis soient menacés dans leur position hégémonique par une puissance commerciale européenne qui leur est supérieure est déjà bien indicateur des grands enjeux internationaux aujourd'hui. La grande bataille, notamment à travers le fameux TTIP, c'est-à-dire Treaty on Trade and Investment Partnership, la grande négociation transatlantique en matière commerciale, montre effectivement la rigueur, la force de ce combat de titans. Mais ce qui est intéressant, mesdames et messieurs, c'est que même si l'Europe a un léger avantage en matière commerciale sur les États-Unis ont une capacité de deal, comme on dit, de négociation qui leur est supérieure. Et c'est tout, justement, la complexité et l'intérêt de cette négociation transatlantique. Mais c'est déjà du passé. Europe et États-Unis en matière commerciale, à eux deux, ça fait moins de 30%. Les BRICS, dont je vous reparlerai dans un instant, les BRICS, c'est 36% du commerce mondial. C'est-à-dire, c'est presque les États-Unis et l'Europe ensemble. C'est un changement de monde, mesdames et messieurs. Réveillez-vous, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la mondialisation. L'Europe, et l'Europe plus les États-Unis, ce n'est plus le leadership mondial. Ce n'est plus la puissance mondiale à eux deux. Ça, c'est fini, c'était du temps de mon papa. Nous sommes dans un monde où ceux qui ont été nommés parias marginaux du système international ont la médaille d'or en matière commerciale de manière presque aussi massive que les États-Unis en matière militaire. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Alors on pourrait continuer, vous savez, j'ai pas envie de m'arrêter, d'autres puissances. La puissance démographique.
Vous savez que dans cette grande bataille pour obtenir de nouveaux sièges de membres permanents du Conseil de sécurité, beaucoup d'États font valoir leur volume démographique que nous étudiâmes ensemble lors de la deuxième séance, vous vous souvenez, comment l'Inde, qui est en train de devenir le numéro 1, qui est en train de dépasser la Chine avec 1,3 milliard 400 millions d'habitants, la Chine elle-même juste derrière, et puis ces États, l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh, qui ont allègrement dépassé les 100 millions, comme le Nigeria en Afrique. Est-ce une source de puissance? Ce n'est certainement pas une source d'impuissance. C'est-à-dire que nous voyons ainsi, même de la part d'États dont on ne nous parle jamais, qui nous parle du Bangladesh comme puissance? Eh bien, le Bangladesh a une capacité démographique qui fait que de plus en plus, il faudra compter avec la ville de Dhaka, qui est en passe, capitale du Bangladesh, comme vous le savez, j'espère, et qui est en passe de devenir la deuxième ou troisième métropole du monde. Puissance culturelle, j'y reviendrai tout à l'heure, je vous en avais déjà parlé lorsque je vous donnais une estimation du temps de projection des films. Rappelez-vous quand je vous disais que les États-Unis, c'est 6% de la production mondiale de films, mais c'est 50% du temps de projection de films dans le monde actuellement. Cette puissance, encore pour qu'elle ait un sens, doit être organisée. Et ça, c'est un autre grand chapitre des relations internationales. Il ne suffit pas d'avoir des ressources de puissance, encore faut-il les organiser.